Trois. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue aujourd'hui à notre webinaire, une introduction au numérique responsable, créé et organisé par l'Institut belge du numérique responsable. Normalement, nous organisons des webinaires et nous invitons souvent des experts externes pour parler d'un sujet spécifique par rapport au numérique responsable. Et aujourd'hui, vous avez l'opportunité de nous avoir, nous, comme experts, Lancelot et moi, qui font partie de l'Institut belge du numérique responsable. On va vous présenter les impacts environnementaux, sociaux et sociétaux du numérique. Mais plus important, on va vous présenter les services et les outils de l'Institut belge du numérique responsable. Avant de commencer, on va tester vos connaissances du numérique responsable et pour ça, je vais vous poser une petite question dans un poll. J'espère qu'il va fonctionner. S'il ne fonctionne pas, vous pouvez juste répondre dans le chat. Alors, première question, j'espère que vous voyez le poll. Le numérique responsable, le numérique représente environ combien de pourcentage des émissions mondiales de gaz à effet de serre? Je ne sais pas si vous voyez le poll. N'hésitez. Ouais. Ok. Est-ce que Alors, vous arrivez à répondre? C'est ça la question. ouais. Oh, super. Alors, n'hésitez pas à mettre votre réponse. J'ai cette réponse. Alors, je vois que la plupart d'entre vous disent 5 à 10%. Le reste, 3 à 5. J'attends. Jean-Covici évoque 4%. 3 à 4. Je vois donc beaucoup d'entre vous ont déjà une bonne connaissance. Ce qu'on entend souvent et ce qu'on a entendu pendant plusieurs années, c'est que nous sommes environ à 3,9, si pas 4%. Malheureusement, les nouvelles études, enfin les plus récentes, démontrent que nous sommes sur la trajectoire à entre 6 et 7%. Et c'est pour ça que la réponse aujourd'hui, elle est à 5 à 10%, tandis qu'il y a quelques mois, on annonçait que c'était entre 3,9 et 4%. Donc, mauvaise nouvelle. Euh, Mauvaise nouvelle, pourquoi? Ben, elle est bien démontrée dans ce graphique montré ici, qui montre en fait la trajectoire qu'on devrait suivre pour arriver à la neutralité carbone en 2050 selon l'accord de Paris. Comme vous voyez, la trajectoire en orange qui montre en fait le secteur numérique qui va tout à fait à l'encontre de cette tendance qu'on devrait suivre. Le numérique est un des secteurs qui augmente le plus vite, actuellement de 6% par année, ce qui est beaucoup plus vite que les autres secteurs. Quand on parle de l'impact et l'impact environnemental du numérique, on parle de quoi? Mais quand on regarde en fait le cycle de vie d'un équipement numérique, on rencontre plusieurs industries très polluantes qui consomment et qui contribuent au changement climatique, mais qui consomment énormément d'eau, surtout pour l'extraction des matières premières pour fabriquer nos équipements, mais aussi des métaux, des terres rares. Et pendant la phase d'utilisation, on parle naturellement de consommation d'électricité qui contribue aussi au changement climatique. À la fin de vie, naturellement, on parle de la création des déchets qui est polluant en soi aussi, si ce n'est pas recyclé. D'ailleurs, nos produits ne sont pas conçus pour être tout à fait recyclés non plus, ce qu'on va voir plus tard dans la présentation. Mais quand on parle des impacts environnementaux, on peut aussi parler des impacts sociaux et sociétaux tout au long du même cycle de vie. Alors là, on parle et on voit durant l'extraction et la phase de fabrication, euh, on voit la main-d'œuvre qui font face à des conditions de travail déplorables et également durant la fin de vie de nos équipements. Quand on parle de la phase d'utilisation, on parle de questions d'éthique, d'accessibilité numérique et la fracture numérique également. C'est pour cela que si on prend les 3 P de la définition du développement durable par les Nations Unies, de People, Prosperity and Planet, on peut définir en fait 4 axes du numérique responsable auxquels on peut prendre action. Premièrement, on parlera donc du Green IT. Ce qu'on fait principalement chez nous à l'Institut, c'est en fait de réduire l'empreinte environnementale du numérique, mais on peut aussi voir comment l'IT même peut être utilisé pour réduire l'empreinte globale de l'humanité. L'aspect social, on peut la regarder de la même façon. Alors, on parle de Human IT et pour un numérique
plus éthique, accessible et inclusif. Et en même temps, on peut voir comment l'IT ou bien comment l'informatique peut être au service et être mis au service de l'humain. Qui sommes-nous? L'Institut belge du numérique responsable représente aujourd'hui plus de 77 membres à des niveaux différents, platinum, gold, euh, silver et bronze. Mais nous ne sommes pas les seuls. Nous avons aussi un institut français et un institut suisse. Et ensemble, nous formons une communauté de plus de 280 membres dans des secteurs différents, comme vous pouvez le voir ici. Quelles sont nos actions? Premièrement, naturellement, on voit des bonnes pratiques au tout public, mais nous fournissons aussi des outils, des guides et des formations pour nos membres et pour des non-membres aussi, qu'on va présenter plus tard dans la présentation. Comme ça, on sert donc de point de référence par rapport au numérique responsable en Belgique. Et on partage nos connaissances et nos expertises durant, par exemple, des webinaires comme ceci. Et nous accompagnons notre démarche numérique responsable de nos membres, de nos 77 membres actifs aujourd'hui en Belgique. Mais d'abord, quels impacts? Je passe la main à Lancelot qui va plus raconter par rapport à l'impact de la fabrication de nos équipements. Oui, voilà. Alors, dans les impacts, on a deux types de catégories d'impact. On a les impacts des équipements, d'une part, et puis les impacts des usages, d'autre part. Alors, si on commence par les impacts des équipements, et Sarah, je vais te laisser avancer les slides pour moi. Merci. Donc dans les impacts suivants, s'il te plaît. Merci. Alors, si on prend l'infrastructure du numérique dans le monde, on a trois grandes catégories d'équipements. On a les terminaux des utilisateurs, les équipements réseau. Ça, c'est tout ce qui est routeur, Wi-Fi, antenne, tous les câbles. Enfin, on a les centres de données, les serveurs, qui sont la troisième catégorie. Alors, si on prend ces trois catégories, et je veux bien le slide suivant, merci. Quelle catégorie pensez-vous a le plus d'impact, et la plus grande source d'impact? Alors là, Sarah, normalement, un petit sondage pour vous. Alors, je remets un petit sondage en ligne. Je vous laisse répondre. Alors, c'est la plupart dit utilisateurs, puis centre informatique et dernièrement réseau. Ah, ça commence à changer, c'est 50-50 entre utilisateurs et centre informatique. Alors, c'est assez serré. Et alors, la réponse se trouve ici, sur le slide suivant. Et bravo à tous ceux qui avaient dit utilisateurs, parce que c'est en effet les équipements utilisateurs qui ont le plus d'impact. Alors, il y a deux raisons pour ça, en fait. La première, c'est que en fait, l'impact principal de l'informatique va venir de la fabrication des équipements, de tout le processus de fabrication, dû au fait que derrière, il y a toute l'extraction des ressources, des matières premières qui va être faite, qui va demander beaucoup d'énergie, d'eau et de matières premières aussi. Et d'autre part, la deuxième raison, c'est en fait que dans le monde, il y a beaucoup plus d'équipements utilisateurs que d'équipements réseau ou d'équipements centres de données. Si on regarde dans le monde, il y a environ 100 millions de serveurs, on a environ 1 milliard d'équipements réseau, et les équipements utilisateurs s'élèvent à 40 milliards. Donc la masse est en effet beaucoup plus grande, et ça va faire que ça va être la source principale d'impact, même si c'est vrai que les centres de données vont consommer plus d'électricité. C'est pour ça qu'on voyait dans le slide précédent, mais c'est pas grave, il faut pas y retourner, mais on voyait que la consommation électrique proportionnellement des centres de données est leur principale source d'impact. Mais si on prend tous les autres facteurs, parce qu'il n'y a pas uniquement la consommation électrique, ce sera bien les équipements utilisateurs qui vont avoir le plus d'impact. Alors, on a un petit exemple pour vous montrer ça plus concrètement. Ce sont des chiffres qu'on a reçus qui viennent d'Apple eux-mêmes. Donc si on prend un iPhone 15 Pro, sur tout son cycle de vie, l'iPhone 15 Pro va émettre, on estime, environ 66 kg de CO2
pour un 128 Go de mémoire. Et on peut voir que 83% de ces émissions, de ces 66 kg, viennent de la production de cet iPhone. Tout le reste, donc le transport, l'utilisation et la fin de vie, ne sont que 17%. Donc quand vous allez au magasin et que vous achetez votre nouvel iPhone, 50 kg des 66 kg qu'il va émettre tout au long de son cycle de vie seront déjà émis en fait. Et on voit aussi d'ailleurs que plus on augmente la mémoire, plus le poids, enfin plus c'est ça qui va avoir un effet important aussi sur la quantité de CO2 émise, c'est la quantité de mémoire que vous prenez pour votre iPhone. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a, vous pensez, et pas besoin d'avancer encore dans les slides Sarah, sinon ils auront la réponse. Qu'est-ce que vous pensez qu'il y a dans un GSM ou dans un téléphone comme matière première? Bon, alors on vous a pas fait de sondage pour ça, mais en fait, on va avoir trois choses principales dans un téléphone. On va avoir d'une part les, les métaux, ça c'est une grande partie, évidemment. D'autre part, on va avoir tout ce qui est plastique. Et la troisième partie, c'est tout ce qui est verre et céramique, plutôt pour l'écran. Comme on le voit ici, environ la moitié de ce qu'il y a dans le GSM, ce sont des métaux, 40 à 60%. Et voici tous les éléments qu'on peut retrouver dans un téléphone. Donc là, on a environ entre 60 et 70 éléments en fonction du modèle, ce qui est évidemment énorme, surtout que chacun de ces éléments va devoir être extrait dans une mine, va devoir être purifié, transporté, et c'est vraiment de ça que, que vient le fait que l'impact principal vient de la fabrication des équipements. Alors, avant de vous montrer plus en images pourquoi vraiment il y a cet impact important dans la fabrication, on a une petite question pour vous dans un sondage. Combien de kilos de matière faut-il pour créer un smartphone de 5 pouces et demi environ? Donc 5 pouces et demi, c'est une taille assez standard. Je viens de lancer le poll. Normalement, vous y avez accès. Je vois que les gens commencent à répondre. La plupart dit 200 kilos, quelques-uns 80 et une personne 20. Donc votre GSM, il va peser 200 grammes peut-être? Ça dépend Ah, du c'est eu modèle. un 50-50. Entre 80 kilos et 200 kilos. Je crois que tout le monde a répondu. Alors, la réponse était bel et bien 200 kilos. Bravo pour ceux qui avaient juste. 200 kilos. Et alors, comment ça se fait qu'il y a 200 kilos pour un si petit appareil? On peut le voir sur la slide suivante. Ça, c'est une image en fait qui a été faite par un artiste, Dylan March, où en fait il a pris une photo d'une mine en Afrique du Sud, une mine de cuivre, et dessus il a photoshopé une boule de cuivre, une sphère de cuivre, qui représente en fait la quantité de cuivre qui est extraite pour une mine de cette taille. Donc vous voyez tout ce qu'il faut creuser pour avoir juste une petite quantité de cuivre, ce qui va impliquer en fait que on va avoir besoin de tout ça, enfin de 200 kilos pour un téléphone. Donc cette sphère de cuivre, elle fait 95 mètres de large, de diamètre. La mine, quant à elle, elle fait 2000 mètres de large et 762 mètres de profondeur, ce qui correspond environ à 2 tours Eiffel et demi. Vous voyez, c'est vraiment des dimensions énormes et puis l'impact ne va pas uniquement venir de la quantité de matière, mais aussi de tout ce qu'il y a autour, parce qu'une mine comme ça va avoir un impact sur tout l'écosystème autour de la mine. Vous voyez sur l'image de droite, la sphère de cuivre, c'est le petit point blanc, la mine, c'est le cercle autour, mais il n'y a pas que ça qui est influencé, il y a vraiment tous des bassins de purification, des routes pour des machines qui sont énormes, certaines ce sont les plus grandes machines faites par l'homme. Euh, et donc, ça va avoir un impact sur l'environnement comme ça aussi. Sur la slide suivante, d'ailleurs, vous pouvez voir une photo du type de machines qui sont utilisées dans ces mines. Vous voyez au milieu à gauche une grue de taille standard. La taille est évidemment immense. Évidemment, ce genre de grue n'est pas électrique.
Alors, une des choses dont on parle après, pour justement, quand on parle de l'impact de l'extraction et tout ça, c'est du recyclage. Le problème, c'est que le recyclage n'est pas encore une solution, parce que sur les 60 ou 70 éléments qu'on voyait qu'il y a dans un téléphone, seulement 17 sont recyclables, et seulement 4 ou 5 sont vraiment rentables. Et c'est surtout à cause de l'or, qui est vraiment le seul élément qui va avoir une vraie valeur sur le marché. Et donc l'or qui va être recyclé dans ces éléments va être extraite, va être reprise. Elle va payer pour, c'est ça qui va payer pour les quelques autres éléments qui vont être recyclés, mais tout le reste ne va pas être recyclé parce que c'est juste plus rentable de les extraire à nouveau. Euh, d'une part, et parfois c'est juste pas possible en fait de les séparer parce qu'ils sont en trop petite quantité, fusionnés avec d'autres métaux et il n'y a plus moyen de les extraire. Euh, Enfin, la troisième partie quand on parle des impacts des équipements, c'est tout ce qui est lié aux déchets électroniques. Et là, on peut voir qu'une énorme quantité de déchets est produite chaque année. En 2019, on avait déjà produit, rien que cette année-là, 53 millions de tonnes de déchets électroniques, ce qui fait environ 7 kilos par personne par an de déchets électroniques. Euh, et un des problèmes liés à ça, c'est que seulement une très faible partie est vraiment documentée. Donc 17% en 2019. Documentée, ça veut dire qu'elle est vraiment collectée par des entités qui gèrent le recyclage, le reconditionnement ou ce genre de choses. Mais en tout cas, on sait où ça va, tandis que 82%, donc une grande partie, euh, on ne sait juste pas ce qu'il advient de tous ces équipements. Certains vont être exportés vers des pays du tiers-monde, vont finir sur des décharges, vont parfois être brûlés. Donc, c'est évidemment pas idéal. C'est beaucoup mieux si ce qui peut être recyclé est recyclé, évidemment, et documenté. Et donc, slide suivant, s'il te plaît. Ce qu'on peut voir aussi, ces dernières années, ces 20 dernières années sur ce graphe d'ailleurs, ce sont des chiffres de la France, mais qui sont assez comparables pour l'Europe, en tout cas l'Europe occidentale, c'est que les émissions de la France elle-même, les émissions du territoire, ont diminué les 20 dernières années, émissions de CO2, mais sur la même période, on peut voir que les émissions liées aux importations ont augmenté de la même quantité environ. Et donc ce qui se passe en fait, c'est qu'on exporte nos déchets, on exporte notre pollution, on va aller produire tout ce qu'on fait de polluants ailleurs, et puis on va l'importer, et donc c'est comme si chez nous la pollution diminuait, mais en fait on l'a juste déplacée ailleurs, et on la reprend en l'important quelque part. Donc ce qui est important en fait, slide suivante s'il te plaît, quand vous pensez à l'impact du numérique, c'est de vraiment prendre en considération tout le cycle de vie et tout ce qui se passe. Donc, moi j'ai ma voiture électrique. Si j'ai une voiture électrique et qu'elle pollue pas, il faut penser aussi d'où vient cette électricité. Est-ce qu'elle vient d'une usine au charbon? Comment ma voiture électrique est fabriquée? Et c'est la même chose pour un GSM, pour un ordinateur. Bien penser à tout ce qui se passe tout au long du cycle de vie. Sarah, je te laisse reprendre la main pour l'impact des usages. Alors, Lancelot a parlé de l'impact de la fabrication de nos matériaux, qui est l'impact le plus important. Pour un smartphone, c'était environ 80%, ce qui nous reste à 20% de l'impact des usages. Quand on parle des impacts des usages, on parle principalement de la consommation d'électricité. Alors, c'est pour ça qu'on va vous poser la prochaine question dans un petit poll, si je retrouve la question ici. Alors, selon vous, combien de pourcentage d'électricité est consommé pour le numérique dans le monde? Est-ce que c'est 5, 10 ou 20% environ? Je vois que c'est divisé entre 5 et 10%. Cette réponse, 8 à 10% gagné. Et c'est correct.
Le numérique consomme à l'échelle mondiale 10% de la consommation d'électricité. On parle de consommation d'électricité, mais on pourrait aussi en fait constater l'augmentation de cet impact des usages euh, avec la consommation de plus en plus de données. Quand on voit par exemple plusieurs graphiques comme celui-ci, l'évolution des capacités de transfert grâce au nouveau réseau mobile, on parle de la 5G, maintenant on parle déjà de la 6G, ça nous donne l'opportunité de générer de plus en plus de données. On voit par exemple l'évolution du trafic à l'échelle mondiale. On était à 100 gigas par jour en 2022, en 1992 par contre. En 2022, on était à 150 000 gigas ou presque 151 000 gigas par seconde. Maintenant, on pourrait dire que naturellement, l'infrastructure n'était pas la même en 1992 comparé à 2022, mais quand on compare l'année en 2017, qui était là, on était à 46 000 gigas par seconde. En 2022, 5 ans après, on a triplé, on était à 151 000 gigas par seconde. On voit donc une augmentation bien réelle. Et c'est là, on la voit aussi dans d'autres termes, comme par exemple dans l'évolution du poids de nos pages, puisqu'on a l'opportunité et puisqu'on a la capacité pardon, de rendre nos pages web plus lourdes, ben, elles le sont aussi. Euh, et dernièrement, les prédictions montrent en fait que cette augmentation, elle est exponentielle. Et c'est assez difficile à voir sur ce graphique, mes excuses, mais en 2025, c'est prédit d'avoir euh, plus de 200 zettabytes de données créées, copiées et consommées dans le monde. Maintenant, ça fait beaucoup de chiffres, mais pour visualiser tout ça, on peut le comparer en fait à des livres, puisque les livres sont des données aussi, des livres et des bibliothèques. Si on prend un livre à 1 million de caractères, on peut le comparer à 1 mégabyte. Et quand on prend la Bibliothèque nationale de France, qui a 4 millions d'ouvrages, on parle alors étant donné qu'un térabyte est 1 million de mégabytes, on parle alors du fait que la Bibliothèque nationale de France peut représenter 14 térabytes. Maintenant, le volume digital en 2020, c'était de 44 zettabytes. Et comme je l'ai déjà mentionné, en 2025, on sera presque, enfin c'est prédit à 200 zettabytes. On peut voir, étant donné qu'un zettabyte est 1 milliard de térabytes, que c'est un équivalent de 3 milliards de bibliothèques nationales de France. Euh, pour ça, le rythme en 2021, on était donc à 2 500 000 térabytes créés chaque jour, ce qui est donc un équivalent à 180 000 bibliothèques nationales de France. Maintenant, une étude de 2018 de Shift Project démontre en fait où l'impact est et où l'impact principal est dans la phase d'utilisation. Et cela, elle vient principalement de la vidéo. 80% de l'impact vient de la vidéo, dont 60% la vidéo en ligne. Qu'est-ce qu'est la vidéo en ligne? C'est la vidéo on demand, comme Netflix et Prime Video. Le porno, les YouTube ou les Tube, mais aussi d'autres applications comme Snapchat ou Instagram et TikTok qui utilisent énormément de vidéos. Et maintenant, LinkedIn aussi, j'ai vu qu'il crée des Reels, tout comme Instagram, ce qui génère beaucoup plus de données. Quand on parle des 20% d'autres vidéos, on parle de vidéos de communication comme ceci, en fait, nos réunions Teams ou Skype, la télé, mais aussi les vidéos de sécurité qui sauvegardent et copient énormément de données. Les derniers 20%, les usages hors vidéo, alors là, on parle de requêtes de recherche en ligne, des envois d'emails, des envois de messages via WhatsApp et autres. Donc, quand on parle d'éliminer nos emails car ils ont un impact, pour spécifier, ça a un impact, mais très minime comparé à l'impact de la vidéo. Comment réduire son impact personnel, regarder moins de vidéos en qualité minime et autres, comparé à l'impact que ce serait d'éliminer nos emails. Il y a donc des différentes ordres de grandeur qu'il faut prendre en considération. Donc maintenant, pour vous démontrer en fait l'impact visualisé, cet ordre de grandeur, c'est 60% de vidéos en ligne. En fait, c'est un équivalent de 306 millions de tonnes de CO2 qui a été généré en 2018. Je ne sais pas si vous avez une petite idée de ce que ça représente, une tonne de CO2.
Pour info, c'est un aller-retour de Paris-New York pour un passager. Et pour mettre ça en perspective, dans la même année 2018, la Belgique, niveau national, avait produit 118,3 millions de tonnes de CO2. Ce qui veut dire que dans la même année, la vidéo en ligne, elle a produit 2 fois plus que la Belgique au niveau national. Maintenant, on a parlé de l'impact environnemental. Le focus de cette présentation sera moins sur l'impact social et sociétal, mais j'aimerais quand même mentionner les aspects qu'il faudrait prendre en considération. Quand on parle des impacts sociaux et sociétaux, on parle des aspects d'accessibilité numérique, mais aussi inclusion, pardon, la cybersécurité, l'éthique et dernièrement de la santé et le bien-être. Comment maintenant passer à l'action et pourquoi agir en entreprise, étant donné que le numérique est utilisé dans beaucoup d'entreprises et quels sont en fait les leviers d'action et pourquoi agir en entreprise? Eh bien, il y a beaucoup de raisons et celles-là, on a tous nommé ici dans ce slide. Il y a non seulement l'idée de réduire naturellement l'empreinte carbone de votre IT en entreprise, mais il y a aussi l'idée de sensibiliser et former vos collaborateurs, de compléter votre stratégie RSE en parallèle avec d'autres stratégies de développement durable. Mais on parle aussi de réduire vos coûts, obtenir des financements, diversifier et améliorer votre image de marque. Pourquoi? Bah, attirer des nouveaux talents qui adhéraient peut-être à cette nouvelle image de votre marque d'entreprise. Dernièrement, et peut-être un élément bien important, c'est d'anticiper les nouvelles réglementations au niveau national, mais aussi européenne, ce qui relie naturellement aux gestions des risques. Quand on parle des réglementations européennes, elles sont bien là. On a fait un petit résumé des directives les plus importantes depuis 2006. Quand on parle des réglementations, vous connaissez probablement la directive des 3E ou le GDPR. Le Green Deal de 2019, mais plus important, pour les grandes entreprises aujourd'hui, en 2023, il y a la directive CSRD, le Corporate Sustainability Reporting Directive, qui impose en fait la publication d'un reporting extra-financier aux grandes entreprises pour que ces entreprises puissent entamer une démarche développement durable dont le numérique en fait partie. Les leviers d'action, on en nomme 3. La plus importante et la plus impactante sera en fait celle des équipements et le parc IT. En allongeant la durée de vie de vos équipements, vous aurez le plus grand impact en fait. Deuxièmement, on pourrait parler des bonnes pratiques dans la phase d'utilisation dans l'entreprise. Et dernièrement, on parle d'éco-conception, éco-conception numérique et principalement éco-conception web, entre autres, au niveau social et environnemental. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est de rendre nos sites web plus accessibles, mais aussi plus légers, puisque les deux vont l'un à l'autre. Dernièrement, le numérique responsable, c'est pour qui? Ce n'est pas que pour les équipes IT, ce n'est pas que pour la direction non plus. Tout le monde est impliqué dans une stratégie numérique responsable. On parle du management qui doit donner la stratégie globale, bien évidemment, mais on parle aussi des achats sur les choix des matériaux, des matériels, la comptabilité sur l'amortissement, l'IT, bien évidemment, comme expert dans la thématique, mais RH aussi pour le bien-être numérique ou les bonnes pratiques implémentées en interne, mais aussi les formations au numérique responsable qui sont mises à disponibilité. Dernièrement, marketing et communication est très importante, étant donné que greenwashing est de plus en plus puni. Et donc, une bonne communication est très nécessaire par rapport à votre démarche numérique responsable et une communication interne aussi pour pouvoir démontrer pourquoi s'engager dans une démarche telle qu'elle. Maintenant, la grande question que je vais poser à Lancelot, c'est qu'est-ce que l'ISIT, donc l'Institut belge numérique responsable, offre et quels sont nos services? Alors, l'ISIT, pour vous aider dans votre démarche numérique responsable, on a trois grandes catégories de choses pour vous. On a des outils, on a des guides et on a des services. Alors, il y a pas mal de choses qui sont même gratuitement disponibles sur notre site, que vous pourrez retrouver au lien qui est ici dans le slide, mais vous aurez les slides après, donc vous pourrez le retrouver plus facilement.
Mais dans la partie ressources de notre site, certaines choses sont que pour les membres, mais je vous laisse, on vous expliquera ça maintenant. Donc, je vais commencer par vous présenter quelques outils. Tout d'abord, on a la roadmap. La roadmap, c'est un outil en fait qui va vous aider à construire un plan d'action. On a répertorié plus de 150 actions possibles qui peuvent être faites dans différentes familles, ou qui peuvent donc être faites des actions qui peuvent être prises par rapport aux usages de votre numérique, par rapport à vos services. On a référencé plus de 500 ressources liées à ça pour vous donner des exemples ou des outils dans ces différentes actions. C'est un outil qui est disponible dans les 3 langues, français, anglais, néerlandais. Et, et voilà, ça va vraiment vous aider à construire ce plan d'action pour vraiment mettre en place votre démarche numérique responsable au sein de votre organisation. C'est par contre quelque chose qui est uniquement disponible pour nos membres Silver, Gold et Platinum. Ensuite, on a le Winner, qui est un outil qui permet de mesurer l'empreinte carbone de tout votre système d'information, le système d'information d'une organisation. Donc vous allez entrer un tas de données pour nous permettre d'après générer un rapport qui détermine euh, au sein de votre organisation d'où vient l'impact principal. euh, et puis donc la partie quantitative, et puis aussi une partie qualitative qui permet de voir où vous en êtes dans une démarche numérique responsable, les choses que vous faites déjà bien, les politiques d'achat qui sont déjà bien en place, les démarches de donner une seconde vie à vos équipements, des choses comme ça. Et ce rapport, après, on génère un rapport individuel, mais aussi un rapport comparatif qui permet de voir aussi où vous vous situez par rapport aux autres organisations qui ont complété le winner. Et comme ça, voir peut-être où sont vos points faibles par rapport aux autres organisations du même type, parce que c'est aussi comparable par secteur d'activité. Et comme ça, peut-être voir où il est le plus intéressant pour vous de commencer à agir. L'outil suivant qu'on a, c'est le MOOC NR aussi. Le MOOC, c'est une formation en ligne en fait, qui peut être suivie à son propre rythme. Il y a 2 MOOC disponibles, un très rapide, une version très courte qui dure 30 minutes, juste pour avoir une première idée de ce qu'est le numérique responsable. Et puis on a une version plus longue de 4h30 qui détaille déjà beaucoup plus les différents aspects du numérique responsable. Et à la fin de la formation, il est possible de passer alors un certificat pour obtenir un certificat de connaissance en numérique responsable. Ce MOOC est tout à fait gratuit, donc vous pouvez tout à fait le passer et le recommander à vos collègues ou à vos proches. Et il est aussi possible après de l'intégrer à votre système de formation au sein de votre organisation. Ensuite, on a aussi la calculatrice NR. Ça, c'est un outil pour mesurer l'empreinte carbone aussi de l'informatique, mais de l'empreinte individuelle. Donc, c'est vraiment un outil assez simple et assez rapide à compléter. Il va permettre de voir personnellement où, si vous polluez beaucoup avec votre informatique, avec votre numérique, et à cause de quoi. Ensuite, j'ai encore... comme je vous disais, le MOOC permet d'obtenir un certificat NR. Ce sont des choses après que nous proposons directement. Donc on a le certificat numérique responsable qui certifie que vous avez une connaissance de base en numérique responsable. On a la charte numérique responsable qui est alors une charte que les organisations peuvent signer, qui permet aux organisations de montrer qu'elles sont conscientes que le numérique responsable, que le numérique a un impact sur l'environnement et un impact social, et permet à ces organisations d'exprimer un souhait de s'engager là-dedans. C'est quelque chose qui est tout à fait gratuit.
Et le but est vraiment de faire un premier pas dans cette direction, même si c'est pas encore possible peut-être pour cette organisation de complètement s'investir là-dedans. Le but n'est pas de faire du greenwashing, mais vraiment de faire le premier pas, de communiquer là-dessus, aussi bien en externe, mais en interne aussi dans l'organisation, et de commencer à parler de l'impact du numérique. Tous les ans, on organise d'ailleurs une charte, une cérémonie de signature de la charte numérique responsable, où tous les signataires euh, tous les nouveaux signataires de la charte viennent se réunir lors d'un événement pour fêter ça, et puis il y a toujours aussi des interventions de personnes liées au sujet, et rencontrer les autres signataires et voir peut-être comment entamer cette démarche numérique responsable. Il faut savoir qu'en Belgique, on a déjà plus de 110 signataires, 110 organisations signataires, et à l'international, on a déjà plus de 800 signataires différents, dans 6 pays différents. Enfin, ce qu'on propose aussi, c'est un label numérique responsable. Ça, c'est déjà pour les organisations qui sont un peu plus avancées, où on a vraiment une agence externe qui va venir évaluer une organisation et évaluer le plan d'action numérique responsable qu'elle a mis en place sur différents mois ou années en fonction du niveau du label. Alors, ensuite, j'ai encore quelques guides à vous montrer. Ah non, oui, avant les guides, j'ai l'outil. Une dernière chose qui est pas mal aussi, c'est la boîte à outils numérique responsable. Ça, c'est en fait un site internet où on a regroupé tous les autres outils faits par les autres acteurs du numérique en général, mais qui peut parfois être responsable aussi. Enfin, qui est toujours lié au numérique responsable, parfois sans le vouloir. Par exemple, des outils pour l'éco-conception. Et donc, on a regroupé sur ce site plus de 200 outils différents euh, qui sont liés à plein de catégories différentes. Ça peut être le juridique, le climat, le développement front-end, etc. Je vous laisse découvrir ça aussi, c'est aussi gratuit. Euh, Ensuite, quelques guides. J'ai 4 guides dont j'aimerais vous parler. Euh, le premier, c'est le guide des achats, le guide numérique responsable des achats. Sarah, je peux te demander de changer de slide, s'il te plaît. Merci. Euh, pour les achats, c'est en fait un guide qui va permettre aux organisations de d'implémenter une bonne politique d'achat pour tout ce qui est appareil numérique. Et donc, on va vraiment avoir de l'aide, des fiches pratiques pour toutes les catégories, que ce soit les écrans, les ordinateurs, les imprimantes, etc. Euh, et puis, avec une assistance pour quels critères et quelles clauses bien intégrer dans ces contrats. Puis d'autre part, on va avoir le guide des bonnes pratiques qui, lui, va regrouper des bonnes pratiques pour de nouveau toutes les catégories possibles liées au numérique. On va avoir même la stratégie, la gouvernance, la sensibilisation, la formation, toutes des choses qui peuvent être mises en place dans une organisation, vont être classées par niveau de difficulté et priorité, pour un peu savoir qu'est-ce qui peut être fait facilement ou qu'est-ce qui va avoir beaucoup d'impact. Et voilà, ces 2 guides aussi sont tout à fait gratuits. Ils ont été coécrits avec le gouvernement français et ils sont disponibles en français et néerlandais. Enfin, on a encore le guide, le GR 491, qui est le guide pour la conception responsable de services numériques. Donc ça va plus vous aider pour tout ce qui est développement de services, de sites web, d'applications. Et donc, on va avoir des choses liées à l'hébergement, au front-end, au back-end, au contenu, etc. Il est disponible en français et en anglais. Et enfin, on a un nouveau guide, enfin le plus récent, c'est le référentiel pour un marketing digital responsable qui, lui, regroupe plus de 200 bonnes pratiques liées au marketing digital, qui sont divisées en 8 familles, qui sont les messages, les affichages, les réseaux sociaux, les emails, les données, les sites web, etc. Et enfin, je vais laisser Sarah vous parler des services. Alors, les services de visite, je vais commencer avec notre
tout dernier et nouveau service qu'on offre, ce sont des journées de sensibilisation. Nous offrons ou nous donnons ces services à nos membres, mais aussi à nos non-membres. Donc, toute organisation peut nous contacter pour qu'on organise une journée de sensibilisation en interne chez eux. L'idée de cette journée de sensibilisation, c'est de donner une journée ou une demi-journée de team building pédagogique autour de la thématique du numérique responsable. L'idée est de inviter nos partenaires à donner des présentations aussi, des ateliers dont eux sont plus experts même que nous par rapport à une thématique du numérique responsable plus spécifique ou par rapport au développement durable de façon plus générale. On a donc introduit 3 modules différents pour avoir une sorte de structure auquel vous pouvez ou vous avez la flexibilité de choisir en fonction de vos besoins et de vos envies. Le premier module serait donc de commencer une journée, si c'est toute une journée, avec une introduction au concept le plus important du développement durable. Le deuxième module qui nous appartiendrait alors, ce serait alors une présentation du numérique responsable avec plusieurs ateliers. Et dernièrement, nous avons aussi un troisième module à une introduction à l'éco-conception au niveau front-end, donc plutôt web, mais aussi back-end. Tous les 3 modules sont accessibles dans plusieurs formats, en tant que présentation, mais aussi en tant qu'atelier. Et donc, ensemble, on peut co-organiser une journée comme ça, une journée de team building pédagogique autour de cette thématique. Mais nous offrons bien plus que ça, bien plus que les journées de sensibilisation. À nos membres, nous offrons aussi des formations. Nous avons plusieurs formations, dont la formation Sustainability Foundations, qui est une formation en fait d'introduction au numérique responsable. C'est une formation souvent présentielle qui dure 2 jours, qui vous donne toutes les bases du numérique responsable et qui couvre tout ce qu'on vient de couvrir maintenant en 35 minutes, mais pendant 2 jours, donc en beaucoup de détails. Mais nous offrons aussi des formations sur l'éco-conception qui durent d'une demi-journée à 3 jours en fonction de vos envies et vos demandes. Non seulement ça, mais nous organisons aussi des ateliers privés par rapport aux achats numériques responsables. Souvent, on donne ces ateliers donc au team achat. Mais nous donnons aussi des ateliers par rapport aux éco-gestes numériques responsables pour tout type profil en interne. Dernièrement, nous avons lancé récemment aussi des groupes de travail pour nos membres. Nous avons 7 groupes de travail différents par rapport à des thématiques différentes du numérique responsable. Ça parle de change management, de la stratégie numérique responsable, ça parle des labels RSE et des labels numériques responsables. Et le but est de co-créer avec nos membres. En fait, nos membres créent eux-mêmes des délivrables pour produire plus de guides et des outils pour le reste de la communauté. Ce que nous, on fait en tant qu'ISIT, on amène des partenaires externes, si nécessaire, sur le sujet et nous organisons et nous offrons donc une plateforme pour que nos membres puissent co-créer des livrables ensemble par rapport à plusieurs sujets. Naturellement, puisqu'on on est référent numérique responsable en Belgique, nous offrons naturellement plusieurs tutoriels, des contacts, des contenus et des documentations très utiles, des dernières études scientifiques et autres. Nous avons une bibliothèque numérique responsable. Donc, si vous avez une moindre question par rapport à quoi que ce soit, nous pouvons vous y répondre ou nous pouvons vous diriger vers quelqu'un qui est expert dans la thématique. Nous organisons aussi chaque mois une réunion mensuelle donc pour nos membres où nous partageons les dernières nouvelles de l'ISIT même, mais aussi les dernières nouvelles et les dernières études et rapports et autres par rapport au numérique responsable au niveau national, mais aussi au niveau européen. Et dernièrement, comme aujourd'hui, on organise des webinaires pour découvrir des sujets plus spécifiques par rapport au numérique responsable. Et comme je l'ai mentionné au début de la présentation, souvent on invite des externes. Aujourd'hui, c'est une exception, c'est nous les experts sur la thématique du numérique responsable. Non seulement ça, mais nous avons encore deux petits services plutôt ludiques. Nous avons créé des jeux de cartes, 4 jeux de cartes différents sur et autour du numérique responsable qu'on organise en tant que formation. 4 jeux, un par rapport aux ordres de grandeur de l'impact CO2
des équipements et services numériques, mais aussi des services et des équipements et produits du quotidien. Nous avons un autre jeu par rapport aux bonnes pratiques et l'impact et les ordres de grandeur des bonnes pratiques numériques responsables. Et un autre jeu par rapport aux différents types de greenwashing et aussi le voyage d'un smartphone pour voir comment le smartphone est fabriqué, où ça et combien de fois il fait le tour du monde pour arriver à nos mains. Euh, pour terminer ce webinaire, je voulais juste encore annoncer les derniers événements ou les prochains événements. Le 3 octobre, nous organisons ce même webinaire d'introduction numérique responsable, mais en néerlandais. Donc, si vous avez des collègues ou des partenaires néerlandophones, vous êtes les bienvenus de nous rejoindre. Le 10 octobre, on invite nous organisons nos fameux apéros numériques responsables qui sont que accessibles pour nos membres. C'est un moment de networking et de partage pour nos membres, pour partager l'expertise, mais aussi pour apprendre à se connaître. Et c'est surtout un moment important pour les nouveaux membres qui soient bien accueillis dans la nouvelle communauté. Le 16 octobre, on sera aussi présent pour la journée dédiée de l'économie circulaire et numérique responsable, organisée par Circular Wallonia, à l'occasion de la quinzaine de l'économie circulaire. Elle aura lieu à Namur. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas. Et le 23 octobre, un autre webinaire sur l'impact environnemental de l'IA. Je sais qu'il y avait une question dans le chat. Ça peut bien être intéressant pour vous avec Samuel Rincé de Boavista et GenAI Impact. Et dernièrement, Lancelot avait déjà mentionné, le 12 novembre, on organise notre fameuse cérémonie de la charte numérique responsable et je peux vous annoncer que ce sera voté par Alpha Crédit et sera donc lieu à Bruxelles dans la fin de l'après-midi du 12 novembre. Si vous avez des questions, je vois qu'il y a plusieurs questions dans le chat, ou quoi qu'autre, des questions par rapport à nos adhésions, par rapport à nos services, nos outils et autres, n'hésitez pas à nous envoyer un mail à cette adresse mail-ci. Vous avez l'adresse de notre site web et aussi notre page LinkedIn. Je vois qu'il est déjà 11h50. On a encore 10 minutes pour répondre à toutes vos questions. Je vais activer les micros et les caméras. Mais je vous remercie déjà d'avoir écouté et d'être venu aujourd'hui à notre webinaire.